Vous écoutez France Culture. Sur les docks. Après notre entrée hier dans un lieu entre hôpital et prison, où des détenus condamnés pour infraction à caractère sexuel ont la possibilité d'intégrer un programme de soins pour 6 mois, nous avons parcouru en leur compagnie 3 mois de reconquête de soi, de l'enfance, de la construction intérieure. Aujourd'hui, nous basculons dans la deuxième partie de ce soin, quand il s'agit de prévenir au mieux la récidive, que les détenus soient agresseurs d'adultes ou de mineurs. Retour au centre pénitentiaire de Fresnes. Bonjour. Irène Melianenko et François Test, nous avons rendez-vous avec Monsieur Auron. Vous n'avez pas de téléphone sur vous? Si. Donc ça rentre pas. Oui, on le met dans le... On signe 1 €. D'accord. Merci. Dans l'unité de prise en charge des auteurs d'infractions sexuelles, maison d'arrêt de Fresnes. Aujourd'hui, prévention de la récidive. C'est votre collègue. D'accord. Merci. Non, il est derrière, il vient. Je souhaiterais avoir votre accord pour subir une ablation des testicules par chirurgie. Je sais que cela se fait au Canada et c'est sans appel. De toute façon, à mon âge, 63 ans, je n'en souffrirai pas. Et cela empêchera mes tendances envers les enfants. En 2009, cette lettre à Nicolas Sarkozy était signée Francis Évrard, condamné à 18 ans pour le viol de 2 petits garçons, puis récidiviste. Ah, ça doit être la remontée des promenades, là. Au Canada, à l'Institut Philippe Pinel, dans la région de Montréal, existe depuis 1979 une autre façon de concevoir la prévention de la récidive. Et c'est sur ce modèle que travaille depuis 3 ans, à la maison d'arrêt de Fresnes, l'équipe du docteur Magali Baudon-Bruzel. Durant 6 mois, un soin est proposé à ceux qu'on appelle les infracteurs sexuels, qu'ils soient agresseurs d'adultes ou de mineurs. Nous avons suivi cette expérience où, après une phase de travail sur soi, les détenus s'engagent 3 mois plus tard, avec Magali Baudon-Bruzel et Florent Gatterias, sur la prévention de la récidive proprement dite. On commence un peu plus tard aujourd'hui, c'est ma faute, donc j'ai été retenue. Donc aujourd'hui, c'est un groupe particulier, si vous voulez. C'est le groupe qui inaugure la phase de travail que vous allez faire sur la prévention de la récidive. D'accord ? Donc vous avez déjà beaucoup travaillé, les uns et les autres, et là, sur des thèmes divers qui vont faire que vous avez approché peu à peu votre problème de comportement sexuel, pour dire les choses comme ça. Mais sans jamais vraiment, en fait, que ça soit vraiment l'objet du groupe. D'accord ? Tandis que là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. D'accord ? Alors, voilà. Vous avez passé pas. Alors, sujet plus circonstances extérieures entraîne un passage à l'acte plus une victime. Voilà. Le sujet, c'est vous. Le sujet, c'est moi. Qui je suis, quels sont mes problèmes, comment je me suis construit, quelle a été mon histoire, quelle est la part de mon caractère, quelle est la part de mon histoire, la part de mon inconscient peut-être. Vous avez commencé à aborder ces éléments. Les circonstances externes. Les circonstances externes, c'est les facteurs qui font que, ok, il y a la personne, mais à un moment donné, il y a tout ce qui se passe autour qui va faire que ça va se faire.
passage à l'acte est réalisé. Quand le passage à l'acte est réalisé, la victime se met à exister, évidemment. D'accord? Donc, vous allez devoir réfléchir sur les circonstances externes. C'est quoi une circonstance externe? Ben, vous allez réfléchir par rapport à vos propres passages à l'acte. Ensuite, ça c'est quoi? Alors la flèche, j'en sais rien moi. C'est le mystère humain, hein. Parce qu'il y a des personnes avec des circonstances externes, ça ne va pas se passer, d'accord? C'est ça que vous allez viser. La prévention de la récidive, c'est ça que vous visez. C'est que cette flèche-là n'existe plus. Alors, quel type de moyens vous avez donné au docteur Baudouin-Bruxelles et son équipe pour mettre en place ces sessions thérapeutiques, Bruno Auron? Alors vous avez vu que ce qu'on appelle ici l'unité psychiatrique d'hospitalisation, ce secteur qui est à part, est un secteur extrêmement intéressant parce qu'il permet une hospitalisation de jour et de nuit. Donc ça veut dire que les personnes qui sont placées dans cet endroit-là échappent à la détention ordinaire. Ils se retrouvent dans un endroit où ils ont tout de suite la sensation qu'ils sont peut-être en prison. Oui, bien sûr, mais dans une prison différente. Et où en fait, ils voient autant d'hospitaliers, qu'ils repèrent par souvent leur blouse blanche avec le logo de Paul Guiraud, que de fonctionnaires pénitentiaires. Et ce regard immédiat fait que l'on se ressent plus dans une structure de soins, ce qui est d'ailleurs une vérité, que dans une prison quelconque. Ce que vous allez comprendre, c'est que chacun de vous, en général, hein, pas toujours, mais au fond, assez régulièrement, il y a un enchaînement d'éléments qui font que ça commence à un degré zéro. Je parle pour des problématiques d'agression sexuelle, où il y a zéro excitation, il y a un état normal, et il y a tout un ensemble qui fait qu'à partir d'un moment donné, il y a le passage à l'acte, avec l'excitation qui monte. Il y a un moment où on peut l'arrêter, je dis ça, et puis il y a un moment donné où vous ne pourrez plus arrêter. Donc effectivement, dans les circonstances externes, il y a sans doute des choses que vous allez pouvoir, sur lesquelles vous allez pouvoir travailler, d'autres vous allez pouvoir travailler avec plus de difficultés. Hein. Et ceux sur lesquels on ne peut pas travailler, on ne les met pas en circonstances externes. On va tout mettre et puis peut-être qu'on verra qu'on peut travailler sur tout, ce que j'espère. On va bien voir ce que vous allez trouver. Je sais pas, drogue, alcool. Drogue, alcool. Ouais. Qui a d'autres idées? Le désir d'accomplir un fantasme et la possibilité, la circonstance étant la possibilité qui soudainement se crée. Et donc le fait de se trouver seul, être seul avec la victime, Être seul avec la victime. la victime potentielle. Ensuite. Derrière, il y a l'idée du pas vu, pas pris en fait. On contrôle la victime en fait. C'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir d'ascendance, de maîtrise sur la victime. C'est parce qu'elles étaient vulnérables que je les ai prises. On ne peut pas dire qu'une circonstance externe, c'est qu'une victime est une victime vulnérable. C'est pas une circonstance, ça. Circonstance externe, c'est quand je prends de l'alcool, je fais moins attention à ce que je fais. Circonstances externes, il y en a d'autres. Il faudrait que vous les trouviez. C'est quoi? Des facteurs qui provoquent un érotisme au moment donné. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, une personne plus dénudée que d'habitude, par exemple, des choses comme ça. Ouais, mais ça, c'est la victime. Ça s'appelle une distorsion cognitive. Vous allez apprendre plein de mots savants. Distorsion cognitive. Cette petite fille qui est tombée par terre, sa jupe s'est renversée, j'ai vu sa culotte, c'était pour m'exciter. Or, elle a 4 ans. Ça, c'est une distorsion cognitive. Et il y a des infracteurs sexuels qui le pensent vraiment. Ça, c'est lui attribuer une intention érotique, une intention sexuelle, une intention de séduction qu'elle n'a pas. Elle est juste tombée par terre. Elle a 4 ans. Elle s'en fout. Alors ça, c'est un truc sur lequel vous pouvez travailler. Bon, alors j'en ai pas beaucoup de circonstances externes. Hein. Alors comment vous allez faire vos facteurs de risque après?
À part l'alcool et être seul avec la victime, il n'y a pas d'autres circonstances. Rappelez-vous vos passages à l'acte. C'était dans quoi? Qu'est-ce qui se répète? Le fait de travailler avec des enfants. Être au contact des victimes dans le lieu de travail. Bon, ensuite, qu'est-ce qui facilite vos passages à l'acte? Une disharmonie au sein du couple, dans la relation intime, Oui. qui fait qu'on est frustré, on va chercher ailleurs. Frustration sexuelle, vous êtes tous d'accord? En tout cas, pour vous, c'est quelque chose d'opérant. Alors, est-ce que vous avez des idées? Si les faits se passent à peu près toujours dans le même genre d'endroit, bon, je dis n'importe quoi, un père incestueux qui va caresser sa fille le soir avant de lui dire bonsoir, cette chambre-là sera investie érotiquement, si ça se passe tout le temps là. Donc c'est important qu'il arrive à le comprendre. Ça ne sera pas une bonne idée qu'il retourne et que même s'il n'y a plus ses enfants, que dans cette chambre-là, il y a un mineur. Voilà, c'est aussi ces petits trucs-là qu'il faut que vous essayiez de voir. Non, pas de tomate, s'il te plaît. Pas de tomate. Brigitte Guédon, psychiatre. Asseyez-vous, monsieur. Oui, donc on va faire un entretien individuel et je vais vous expliquer pourquoi on vous l'a proposé à vous. C'est parce que vous avez dit quelque chose qui me semblait extrêmement important pour vous. C'est pour ça que j'ai voulu vous voir. Quand vous avez dit que vous commenciez à faire des liens, mais pas encore suffisamment. J'essaie, mais c'est lent plutôt. Mais j'aurais au moins appris une chose, j'aurais appris à réfléchir, j'aurais appris à me regarder. Trouver une solution, ou trouver un pourquoi. Et j'ai trouvé beaucoup déjà. Ce que je vous propose pour vous aider, c'est qu'on va reprendre, surtout vous l'avez déjà fait, donc c'est bien, reprendre la prévention des récidives, ce que vous avez fait avec monsieur, en reparler, et de vous aider à faire des liens justement de ça et de toute votre histoire personnelle, de ce que vous avez fait. Ça vous convient? Oui, tout à fait, oui. Voilà. Alors on y va ensemble, hein. Moi je ne sais pas ce qu'on va trouver, je suis là pour vous aider, donc j'ai rien dans mon chapeau, voilà. Vous pouvez en parler de la prévention de la récidive? C'est-à-dire que vous êtes parti de l'acte, c'est ça? On est parti de l'acte, oui, et... Donc vous repartez de l'acte. Je me remémore Oui, prenez le nous temps. avons vu ensemble. Parce que je ne sais pas si vous avez vu comme je fais, je prends toujours des notes. Et ça, c'est mon canevas. Toute la journée, si je n'écris pas, je relis et je recomplète. J'essaye de refaire le cours et je remets mes idées par-dessus. D'accord. Et donc j'avais trouvé le mot qui me correspondait mieux. Opportuniste. C'était l'opportunité qui me faisait passer à l'acte. Ok. Donc c'est votre maître mot pour l'instant, là. Vous pouvez parler du départ, c'est-à-dire de l'acte? Tout à fait, oui. C'était une jeune fille qui avait pris l'habitude de venir nous voir de temps en temps. Puis, de plus en plus souvent, une fille qui habitait dans la ville d'à côté. Elle téléphonait 2 fois par semaine. Si je pouvais aller la chercher pour passer l'après-midi au cabanon, parce que j'avais construit un cabanon sur un bout de terrain hors du pays,
Quand je pouvais, je disais oui. Quand je pouvais pas, je disais non. Ce qui la mettait en colère au dire de sa mère. Ça se passait très bien. Ça a duré 6 mois, 6-7 mois. Jusqu'au un fameux jour du mois de juin où elle est arrivée. On discutait, on écoutait la radio. Je faisais un peu de dépannage radio, je sais pas ce que je réparais à bricole. Et elle sort de son sac un sextoy, un vibromasseur. Me disant, tiens, j'en ai un, mais il marche pas. Est-ce que tu peux le réparer? Alors, ma surprise passée, ma première réaction, ça a été de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais avec ça dans ton sac? C'est pas un objet pour une fille de ton âge. Tu n'as pas à avoir ça avec toi. Elle avait quel âge? 14 ans, oui. Ok. Ça l'a fait rire. Et c'est là qu'arrive, pour moi, le terme opportuniste. Peut-être pas des formations professionnelles, mais il n'y avait aucun vice conscient, tout du moins. Juste l'instinct, ça ne fonctionne pas, je vais le réparer. Elle me le tend, je lui ai réparé. Elle était en maillot de bain, puisque je faisais couler l'eau dans la piscine pour l'après-midi. Et je lui dis, voilà, ça fonctionne. Puis en riant, mon erreur, est-ce que tu veux l'essayer? Elle était assise, elle se met à rire, et ni oui ni non, elle a baissé son maillot de bain, et je lui ai posé sur le pubis pendant quelques secondes. Ensuite, je lui ai rendu. Elle a continué avec, moi je suis sorti, vérifier l'eau de la piscine. J'attendais des amis qui sont arrivés peut-être 5-10 minutes après. Je n'ai plus du tout pensé à cet objet. Pour moi, elle l'avait remis dans son sac, j'étais dépanné, c'était fini. Et non, l'objet, elle l'avait laissé au cabanon. Elle l'avait placé avec ses affaires au cabanon, puisqu'elle avait un coin pour elle où elle mettait ses affaires, ses livres, ses photos. Ce jour-là, c'est passé. J'en ai même pas parlé à mon épouse, à personne d'ailleurs. Et à plusieurs reprises, elle l'avait même écrit. Cette jeune fille a demandé à moi et à mon épouse à ce que nous l'adoptions. Alors, surpris. Pourquoi? Parce que chez moi, ça ne va pas. J'existe pas, voilà son mot. Mes parents ne s'occupent pas de moi, je ne peux pas parler. Avec vous, je peux parler, et vous m'apprenez des choses. On lui explique que c'est pas possible. Du jour au lendemain, elle n'est plus venue. Et c'est le lendemain ou 2 jours après qu'elle m'a demandé à nouveau de l'adopter, qu'elle avait un rendez-vous auprès du docteur, qu'elle lui a dit que je l'avais violée. Et elle lui a répété des faits qu'elle avait subis pendant les fêtes de Noël chez des amis à ses parents. L'homme a touché sa nièce, a violé lui. Et tout ce qu'elle a déclaré à mon sujet, c'est pratiquement mot pour mot les faits qu'elle a subis au mois de décembre. Et puis la machine judiciaire s'est mise en route. Et en faisant une perquisition, ce que les amis appelaient le chalet à mon cabanon, ils ont retrouvé dans ses affaires ce fameux sextoy. Voilà en gros la triste histoire.
trouvez pas que c'est vachement intéressant, ça? Enfin, je veux dire, moi je me mets à votre place. C'est vous qui êtes agresseur, c'est vous qui avez envie de changer. Donc, le regrettable, c'est d'attendre 4 mois pour en parler. Après, c'est très bien. Je suis d'accord. Alors, c'est très bien pourquoi on est là. Mais là, on en parle, et comme vous le dites, il y a du blanc. Hein. Parce que le but n'est pas de parler de ce que vous avez fait pour décortiquer de façon factuelle. C'est au contraire à partir de l'ensemble des éléments que vous avez engrangés depuis le début de cette thérapie, donc avec des capacités d'analyse de chacun des segments de ces passages à l'acte, pouvoir maintenant en faire quelque chose de plus dynamique et de vous approprier cette compréhension. Nous ne sommes pas ici dans un tribunal, nous sommes ici pour essayer de vous renforcer, vous, par rapport à la gestion de votre comportement et de l'ensemble de votre personnalité. C'est pour ça que ça intervient maintenant. Vous intervenez à quel titre, Florent Gatiras, dans cette unité à Fresnes? Parce qu'en fait, vous êtes le seul homme, déjà, je peux remarquer, de l'équipe thérapeutique. Oui, franchement, je n'y peux rien. Et vous êtes... et donc votre titre, c'est? Je suis psychologue. Sinon, en dehors de ça, je suis psychocriminologue à la police judiciaire et expert judiciaire. Alors, lors d'un entretien, un des détenus disait « Je suis un monstre ». Est-ce que vous avez le sentiment de travailler avec des monstres, Florent Gatiras? Non, je n'ai jamais rencontré de monstres dans ma vie. J'aimerais bien parce que j'ai toujours eu une fascination pour les dinosaures et autres bêtes. Mais non, monstre à deux pattes, pour moi, ça n'existe pas. C'est d'ailleurs ça qui motive mon travail. Et je dis toujours que finalement, un des buts d'une thérapie, c'est surtout auprès de criminels, c'est de leur redonner leur humanité. Non pas qu'ils l'aient perdue, mais c'est cette image qui est atteinte, image sociale certes au regard de ce qu'ils ont commis, mais image personnelle pour eux-mêmes. Et tant que cette étiquette leur colle à la peau, ils n'arriveront pas à pouvoir retrouver une voie d'intégration sociale et de réhabilitation. C'est passionnant de pouvoir à la fois rendre cette humanité et en même temps avoir un rôle de défense sociale, comme disent les Belges, de protection de nos proches, parce que quand ces personnes sortiront de prison, nous les côtoierons. Et c'est une façon de défendre nos proches que de pouvoir leur permettre de gérer ce fond pulsionnel et agressif qu'ils ont et auquel nous sommes confrontés de façon suffisante au sein de la société pour ne pas en rajouter. Surveillant. On fait le tour. Et bien ce patient, alors justement, comment il était dans les autres groupes cette semaine? Dans les miens, il s'est décoincé sérieusement. En fait, l'histoire dit qu'il se sent bien, c'est qu'il a pu être en colère après moi et le dire, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il a eu très peur, il était très inhibé, au point qu'il ne dormait plus pendant une semaine, juste en pensant au groupe du mardi ou du jeudi, je ne sais plus quel jour je le vois. Et il a pu parler de sa peur, et en parlant de sa peur, il a pu parler en gros de toutes ses peurs. Et ça a libéré sa parole. Alors dans le début du travail sur les facteurs de risque, c'est le seul à avoir évoqué la pornographie. Voilà. Ah bah oui, lui, il a vécu en live, la pornographie. Ses parents faisaient l'amour devant lui, et il voyait sa mère faire l'amour avec le cousin devant le père, et lui, il avait 3 ans. Enfin, et ça a duré des années, ça. Donc la porno, il sait ce que c'est, il l'a vécu. Il l'a tété, si je puis dire. Voilà, donc il nous a expliqué. Alors c'était bien, quoi. Il a sorti ça en disant, donc, en mettant le lien entre l'alcool, le je travaille pas, je me vois des films porno, et après, je contrôle moins, quoi. Vous en faites souvent des réunions comme celle-là? C'est toutes les semaines? Tous les vendredis après-midi, après les groupes. Et alors, l'objectif, c'est quoi?
l'objectif de cette réunion, c'est que chaque semaine faire le point sur l'ensemble des patients et voir comment ils ont progressé à l'intérieur de chaque groupe, de semaine en semaine. Et c'est aussi, je pense, le lieu et le temps où on peut dire aussi un peu ce qu'on ressent nous quand quand on ressent des choses compliquées. Oui. Certaines évocations ne sont pas forcément faciles à entendre. Elles font réagir. Ouais. Et en parler en groupe permet de mieux gérer ça. Oui, parfois d'ailleurs on a... Bon, on plaisante, enfin, je pense que c'est aussi une façon de pouvoir un peu prendre de la distance avec une matière de travail qui est quand même particulière, quoi. Ouais. Est-ce qu'on parle du côté sexuel, parce que effectivement ce sont des crimes sexuels, mais derrière ça, c'est la violence qui est permanente. Et c'est ce fond de violence qui associé au sexuel, est difficile à supporter. Le fond du travail, c'est vraiment la violence. Alors maintenant, qu'est-ce que vous en avez... donc vous avez parlé de ça, vous l'avez fait, vous l'avez travaillé avec M. Gattarias ou pas? Oui, oui. Donc qu'est-ce que vous en avez compris? Pour l'instant, c'est confus. Je suis coupable, c'est sûr. J'ai franchi une limite que je n'aurais jamais dû franchir, de faire le geste, de lui poser cet objet sur elle. C'est un geste déjà qui ne m'était pas, qui ne m'a jamais été familier. Vous connaissiez les sex toys? Je l'avais déjà vu, oui. D'accord. Vous en avez déjà tenu dans la main? Non. Ah, pardon. Si. J'en avais tenu un dans la main, que je devais faire cadeau à un cousin, cadeau que je n'ai pas pu faire, le cousin est décédé. En fouillant partout, je l'avais trouvé. Avant ça? Peut-être un mois avant, je l'avais acheté intentionnellement pour mon cousin, pour lui faire une blague. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous qu'une jeune fille de 14 ans ait envie de venir voir vous et d'autres, c'est-à-dire vos amis, des hommes, parce que votre femme n'était pas là? Non, elle venait rarement. Voilà. Ça m'a surpris. Puis après, ça vient une habitude. Oui, c'est peut-être là où c'est important pour vous, ou intéressant. Ça vous a surpris? Parce que je savais qu'elle refusait le contact avec les gosses de son âge. Ouais. À l'école. Ouais. Elle était toujours un peu en retrait. Et après, elle préférait parler avec des adultes. Oui. Et donc? Et alors? Mais je n'ai pas vu le mal, j'ai trouvé ça gentil, même les amis trouvaient ça... Et vous trouvez... Excusez-moi, j'entends ce que vous dites. Mais en tant qu'adulte, il y a une jeune fille de 14 ans qui vient se coller à vous. En gros, elle vient se coller à vous en disant « j'ai envie de venir ». Oui, voilà. D'accord? Même si c'est pas collé à vous physiquement, c'est pas ce que je dis. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, là? Ce qui m'avait un peu surpris, même choqué, c'est qu'elle a fait presque son chez elle de ce cabanon. Oui. C'est elle qui nettoyait, elle avait mis des rideaux, elle avait son placard à elle. Elle s'installait. Ouais, c'est ça que j'ai vu. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? C'était bien pour vous à ce moment-là? Non, ça m'a gêné. Qu'elle prenait trop d'aise. Et vous lui avez dit non? Je n'ai pas dit non. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Peut-être que c'est là. Parce que moi, je me demande comment vous y êtes pris pour qu'elle continue à venir. C'est justement en ne lui disant pas non. J'aurais dû mettre des limites. Je suis pas là pour vous condamner. Hein. Non. Vous êtes d'accord? Pour m'aider. Soyons clairs, parce que quand vous dites ça comme ça, je peux entendre quelqu'un qui se tape dessus ou qui se mortifie. Non. Et ça, j'ai pas envie. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que c'est les bandes dessinées et sur la mère et le père. Oui. Comment c'était la mère? Il a eu 3 scénettes qui me correspondaient. Oui. Puis pour les autres... C'était lesquelles, celles qui vous correspondaient? Mère possessive, mère indiscrète,
Et la troisième, je ne me souviens plus. Collante, non. Est-ce qu'il y avait le titre Collante? Ah. Voilà. Vous savez pourquoi je souris? Parce que c'est le mot que j'ai employé tout à l'heure. Coller. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien? J'arrive pas. Okay. Je sens qu'il y a quelque chose, mais je n'arrive pas à le cerner, voilà. à le sortir. Qui prend possession de quoi? Elle prenait possession du terrain. Elle s'implantait. Que du terrain? Et de l'occupant. Et de moi. Et oui. Donc il y a la possession. Elle est indiscrète? Oui, parce qu'elle fouillait partout. Partout, c'est ce que vous avez dit. Allez-y. Une chose qui me revient, oui. Que je lui avais dit, je croyais plus m'en souvenir. J'étais parti à l'extérieur, je ne sais pas quoi faire, attacher les tomates, bref. Elle ne m'avait pas vu revenir, elle était à quatre pattes en train de fouiller un placard. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas quand même pas faire comme ma mère, parce que je l'ai sorti. Tiens donc. Comme ça. Comme réponse, elle souriait, elle rigolait. Elle dit, non, je veux voir, je veux voir. Et vous? Je ne veux pas dire que j'étais en colère, mais j'étais pas content. J'avais rien à cacher, mais quand on fouille comme ça, pour moi, c'est fouiller dans l'intimité de quelqu'un. Ça m'a gêné. Ça nous a que gêné. Sur le coup, oui. Parce que j'ai passé à autre chose. C'est pour ça que dans le lien, il est là. Vous ne lui dites jamais non. Donc elle prend l'habitude, vous laissez faire, elle téléphone, oui. Enfin, c'est là où ça démarre. Il y a des victimes et voilà quoi. C'est franche et clair. Oui. Quel ordre de grandeur à peu près? Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. C'est pour ça que je dis quand même, c'est pas 1 ou 2 quoi. Non. C'est pas un hasard. Voilà. Comme il le dit. C'est pas un instant d'égarement quoi. Non. C'est pareil pour le coup de dormir avec les victimes. Mais lui, au départ, il disait que c'était gars, j'ai cru que j'allais l'étrangler. Il dit qu'il en avait voulu à sa sœur. Oui. Parce qu'il a violé le neveu, il a violé le fils de sa sœur. Et qu'il en avait voulu à sa sœur parce qu'elle avait déposé plainte sans même lui en parler. Bah oui. Il aurait voulu que ça se règle en famille, en interne. Il commence à changer de discours par rapport à tout ça. Sauf que ce que je comprends pas, c'est que le neveu lui téléphone. Il lui dit, tu me mens, quand est-ce que tu sors quoi. Ah oui. Bah. Ce qui m'ennuie, c'est que ça l'aide à minimiser la gravité de ce qu'il a fait quoi. Quand on relit, c'est le seul document qu'on a sur l'ordonnance de mise en accusation. Donc quand on le lit, moi je pense que ça serait bien qu'on travaille après avec ce document-là, avec le patient individuel. Tu vois, parce que si tu veux, quand tu relis, il est accusé de, c'est l'ordonnance d'accusation, introduire un ou plusieurs doigts dans le vagin en lui demandant d'écarter les jambes. Elle indique qu'elle avait saigné la première fois et avait eu très mal. Le mis en cause utilisait parfois de la vaseline pour faciliter l'introduction. Il demandait à la victime de le masturber. Elle devait également l'embrasser. L'acte ne cessait que lorsqu'il éjaculait. Ces faits se répétaient chaque fois que la victime n'avait pas école le lendemain. Elle essayait de se rebeller en disant qu'elle en parlerait à ses parents, mais donc l'intéressé la dissuadait, lui disant que personne ne la croirait, que tous seraient contre elle, ou encore qu'il allait se jeter par la fenêtre. Il disait aussi qu'il était amoureux d'elle. Et il y en a comme ça. Donc c'est... Faut travailler avec lui. Voilà. Mais donc je ne sais pas comment on fera, mais en tout cas, je pense que ça doit nous aider à réfléchir sur, peut-être pour une prochaine session,
arrivait, tu vois, si on arrivait C'est rare qu'on les a, ça. Et si on arrivait à protocoliser, c'est vraiment des documents passionnants, parce que si après, dans la relation de travail de confiance, on arrive à travailler en individuel ou à là-dessus en disant on va travailler de 2-3 séances là-dessus, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que vous avez maintenant un recul, parce que... Mais comment on peut faire pour les... il faut les demander, alors il faut aller le chercher dedans le gros dossier pénal. S'ils vous acceptent, parce que le suivant... qu'il y a au greffe, il ne laisse pas faire. Il faudra organiser ça avec le nouveau chef d'établissement, pour moi. Seulement après, éthiquement, il faut avertir les patients que quand ils vont venir ici, on travaillera avec ces documents-là. Je vous ai rencontré, Bruno Rond, quand nous préparions cette émission, et vous m'aviez dit que vous, en fait, simplement en observant, vous étiez capable de repérer, grosso modo, le type d'infraction que pouvaient avoir commis les détenus qui étaient là. Alors, quel est votre regard sur ces infracteurs sexuels qui sont quand même, pour l'ensemble de la société, des gens effrayants? Quand moi je te dis que je prépare cette émission, la plupart des gens me disent mais pourquoi tu t'intéresses à ces gens-là? Enfin, c'est les gens pour lesquels on a envie le moins de faire de choses. Quel est votre regard à vous? Moi, je pense que d'abord, j'ai pas un regard comme celui-là. Je suis un directeur de prison et on me confie des personnes qui sont certes condamnées, mais ces personnes, eh bien, moi je ne les regarde. Je ne les regarde pas avec un regard particulier. Je ne charge pas particulièrement telle ou telle partie. Ce que l'on essaye de faire, c'est d'abord les connaître, les comprendre, voir dans quelle mesure on va les aider à passer leur détention, qui va peut-être être longue, faire que ce soit un moment qui soit positif, actif, intéressant. Intéressant pour le détenu, tant mieux, et peut-être aussi intéressant pour la société. Parce que quel est l'intérêt de la société? C'est peut-être que l'on fasse quelque chose pour que ces personnes soient peut-être un petit peu moins dangereuses à leur sortie. La société a intérêt à ce que l'on essaye quelque chose et que l'on fasse évoluer. Je n'ai pas dit qu'on réussira, je ne dis pas ça, mais je dis elle a intérêt. Donc moi, je ne me sens pas du tout dans le... Je ne suis pas magistrat, on ne juge pas ces gens-là. Ils sont jugés, ou ils vont l'être. Non, on essaye de leur faire un parcours de détention, et si possible, un parcours peut-être intelligent, et un parcours qui va peut-être les faire... peut-être un peu évoluer, ou du moins qui va permettre de les mieux connaître. Qu'est-ce que vous pensez, Brigitte Guédon, de la castration pure et simple, de la castration chirurgicale, physique? Alors, je ne vais pas répondre sur le terme de castration chirurgicale, je vais répondre sur le terme de mutilation. Parce que c'est ça que ça dit. Alors après, philosophiquement, a-t-on le droit, et une société a-t-elle le droit de mutiler quelqu'un? C'est sûrement pas moi qui vais répondre, mais c'est mon avis personnel. Mais et c'est interdit partout, même aux États-Unis. En tout cas actuellement. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une tentation d'aller vers ce type d'acte radical? La tentation du type radical et la question de la peine de mort, et la question, c'est la même. Effectivement, je peux comprendre qu'on puisse dire on ne veut pas qu'il récidive, qu'une société le demande, c'est évident. Maintenant, jusqu'à quel endroit l'individu est un être humain? Est-ce qu'on a le droit de disposer d'un être humain comme d'un objet? Ça, je pense que c'est une question bien plus large que le cas de Fresnes. Est-ce que d'autres personnes ont des idées, ceux qui n'ont pas parlé? L'occasion? Oui. L'envie de soulager un besoin sexuel? Ça veut dire qu'il y a une frustration parce qu'il n'y a pas assez de relations sexuelles? Ou ça veut dire qu'il y a une envie spécifique, érotique, en direction d'un enfant? Moi, je vois ma situation comme étant le fait que, dans ce qu'a été mon vécu, j'ai eu une succession de frustrations qui ont pour origine le manque affectif, le manque d'attention. Il y a une succession de personnes, d'adultes dans ma vie qui ne m'ont pas apporté ce dont j'avais besoin. Et ça a pris de telles proportions que... Je sais aussi que je peux aussi expliquer pourquoi j'ai agressé ma fille. C'est parce que dans ce qu'a été ma vie, à part évidemment ce qu'a été ma relation avec la mère de mes enfants,
mes enfants ont été les premiers à me montrer de l'affection. Mais par exemple, j'ai encore du mal à comprendre comment j'ai pu mélanger l'affectif et le sexuel envers un enfant. Je veux dire, la réponse, c'est quand même, il faudra l'avoir en face, hein, c'est l'excitation sexuelle de le faire. Et comme vous, oui, non, mais comme vous le disiez très bien, vous saviez très bien ce que vous faisiez. Je veux dire, mais oui, et à cette réponse-là, il va falloir aussi que vous travailliez sur... bon, il faut dire les choses, hein, on se dit les choses, on est des professionnels, vous êtes des usagers hein, du soin. Hein. Tous les passages à l'acte ont eu lieu, ils ont eu lieu parce que tous, vous aviez eu envie de les faire. Parce qu'il y avait quelque chose qui vous excitait là sexuellement, même si c'est quelque chose que maintenant vous en avez honte, vous voulez changer ce fantasme-là, il va bien falloir voir les choses en face. Ce qui aurait été bien aussi, que je veux dire, c'est... J'aurais bien aimé qu'on m'aide avant que je ne fasse du mal. Ça, c'est... Si j'aurais pu être aidé avant que je ne devienne violent, comme quand je vivais avec mon beau-père, je l'ai frappé une fois. J'aurais bien aimé, comme par exemple, quand j'étais enfant, j'ai eu quelques consultations avec un psychologue. Pourquoi ça n'a pas continué? Ne pas être aidé au plan psychologique. Ça veut dire, non prise en charge, non prise en charge psychologique, je ne sais pas comment le faire, non soin, quoi. Ça veut dire à l'inverse que si vous vous retrouvez après dans une vie où vous n'avez plus de manque affectif, ou pas, la vie jamais parfaite, hein, disons que vous n'avez plus beaucoup de manque affectif, ou presque plus, vous avez une vie sexuelle bon, qui tient à peu près la route, et que vous avez du soin, qu'en plus vous faites un travail psychothérapique et que vous pouvez dire quand ça ne va pas, rapidement vous arrivez à travailler, à vous en sortir, à être restauré, vous voyez que vous mettez déjà beaucoup d'éléments de votre côté. Est-ce qu'on peut imaginer, Bruno Auron, une prison thérapeutique, finalement, que ce genre de formation d'abord se répande dans d'autres centres de détention en France et même qu'un travail psychologique soit proposé aux détenus pour d'autres types d'infractions? Est-ce que vous êtes à l'avant-garde d'un grand mouvement qui pourrait être un espèce de modèle pour la prison demain? Sans vouloir être à l'avant-garde. Non, mais je pense honnêtement que ce type, effectivement, de modèle devra se développer. Parce que, incontestablement, c'est par la prise en charge, une prise en charge comme celle-là, c'est-à-dire de qualité, avec des intervenants qui sont vraiment recherchés, motivés, sur une plateforme qui est calibrée et reproduite, c'est certainement de cette façon-là que l'on peut faire évoluer quelqu'un. Pour ce type d'infraction, et certainement peut-être pour d'autres aussi auxquels on ne s'est pas encore intéressé. Alors, monsieur. Ah oui, alors moi j'ai trouvé au bord des larmes. Où je me suis trompée. Alors ça, c'est redondant. Ah bon, d'accord, voilà. Ok, donc il est au bord des larmes. Oui, il dit lui-même qu'il en a marre d'être au bord des larmes. Et bien qu'il pleure. C'est à peu près ce que... C'est le projet. Voilà. Qui pleure vraiment. Oui, non, mais on dit pas ça pour rire. Enfin, il y a quand même une grosse jouissance à avoir été une victime et à ne pas lâcher une victime maltraitée par sa mère, etc. Négligée, etc. Et moi, je suis assez pessimiste parce que c'est tellement énorme cette jouissance que je suis pas sûr qu'il va la lâcher. Là. Vraiment. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Un peu pareil. Voilà. Ça tourne en rond, il s'y accroche tellement. Il est très égocentrique. Ouais. C'est vraiment... il reste dans sa posture... Ouais. Je trouve. Haineuse et triste et, voilà. et avec un égocentrisme fou, on s'occupe jamais assez de moi. Alors il dit de lui quand même qu'il est paranoïaque. Ah ben c'est bien ça. C'est déjà pas mal. Ouais. Mais bon. Rien. Mais non, il jouit trop. Là. Rastaman, Eva.
qui fait que vous avez oublié que c'était une enfant de 14 ans? Parce que ça aurait été une femme, ça aurait été différent. Adulte. Et quelque part, je ne la voyais plus comme une enfant de 14 ans. Comment... C'est ça la question. Comment ça s'est passé que vous ne l'avez... Qu'est-ce qui s'est passé petit à petit qui fait que vous ne l'avez plus vue comme une enfant de 14 ans? Peut-être parce qu'on parlait trop de choses d'adultes. Ou elle voulait parler trop de choses d'adultes que j'ai considérées comme une adulte. Une adulte qui a besoin de vous. Une adulte qui a besoin de moi. Et quelque part, c'est une fierté. Ben oui. Peut-être inconsciente, mais... Ben, comment ça se passait avec votre mère? Très bien. C'est-à-dire? Elle était comment? C'est-à-dire, est-ce que c'était une femme soumise, par exemple, à son mari? Non. Est-ce qu'elle était fière de vous, votre mère? Ah oui, très. Très. Comment? Comment vous saviez qu'elle était fière de vous? Je le voyais. Je le sentais. Elle me le faisait sentir. Elle me le disait pas. Elle me faisait sentir. Comment elle vous faisait sentir? Par une petite attention. Laquelle, par exemple? Le matin, elle me préparait mon déjeuner. Ça, c'était... Une vraie petite femme. À mon égard, oui. Oui. Comme à l'époque, une mère appelait son fils mon petit homme. Et alors, quel pourrait être le lien entre lui et votre mère? Mais en fin de compte, il y a pas mal de similitudes. Ça semble, hein? Je n'avais pas été fouillé jusque-là. Je n'avais pas défriché jusque-là encore. J'ai pas envie d'aller trop vite. Peut-être que c'est bien qu'on arrête là. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, parce que ce que vous me dites, ça me captive de toute façon. Ouais. Et peut-être, voilà pourquoi je me pose la question. Parce que là, c'est peut-être le moment que vous puissiez d'arrêter, parce que ça risque de faire trop, et que vous puissiez métaboliser ça. Ben déjà, en rentrant, je prends mon stylo, merci, et puis refaire mon canevas. J'en ai beaucoup à mettre là. Ouais. J'en ai fait... Et n'oubliez pas le rire. Il a du sens. Et vous avez dit, elle rit, et là, j'ai été opportuniste. Donc, on en reparlera. D'accord? Je vous en remercie. On arrête là. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir. Et encore merci pour... Merci beaucoup. Brigitte Guédon, nous avons pu suivre pendant 6 mois tout le travail qui se fait ici à Fresnes avec des infracteurs sexuels. De notre côté, on a pu percevoir, sentir des changements, mais c'est très difficile de faire un bilan, en tout cas pour nous. Pour vous, au bout de 6 mois, quels sont les critères qui font qu'on se dit que l'ambition qu'on avait au départ, on l'a un tout petit peu atteinte? Alors, il faut déjà savoir qu'on fait une évaluation à l'entrée, avec un certain nombre de tests, et une évaluation à la sortie, de telle manière à objectiver justement le travail qu'on a fait et les avancées qu'ils ont faites. Donc ça, c'est... dans les critères, le point de départ est quand même, dans ces 6 mois de travail, on est assez humble dans les objectifs qu'on a. Et le premier objectif, c'est le déni, qu'ils sortent du déni. À savoir, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est elle qui, c'est pas de ma faute, voilà, mon père, ma mère, ma grand-mère et le reste. Donc je suis innocent. Ou moi-même une victime. Bon. Donc ce qui est important, c'est qu'ils puissent... Le critère, c'est qu'ils sortent du déni, c'est-à-dire qu'ils puissent dire l'acte que j'ai commis, j'en suis responsable. Donc déjà, ça, sur toute l'expérience qu'on a de tous les groupes, tous sortent avec ça. Mais ça, c'est pas un critère suffisant. De manière plus précise, on voit apparaître le caractère de l'empathie, qui en général est très faible au départ,
et qui augmente et qui change. On est à, je sais pas, 50% de plus en termes de proportion au bout de 6 mois. La question de l'autre, c'est-à-dire que ils se rendent compte que quand même, quand ils ont violé des enfants ou des femmes adultes, l'autre était un objet et que l'autre n'existait pas, même dans leur vie au-delà de ça. Donc c'est un des aspects quand même importants. La question du remords, de la même manière qui n'apparaît pas ou qui est très faible, qu'on voit apparaître de manière très forte, en sachant qu'au décours des groupes, au bout de quelques mois, certains ont fait des dépressions parce qu'ils ont pris conscience, des dépressions graves qu'il a fallu traiter, et que c'était le passage de la prise de conscience, et ça a été pour eux un effondrement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'agressivité, beaucoup. On travaille beaucoup sur les émotions, parce que ce sont des gens qui n'ont pas d'émotions, en tout cas qui ne savent pas qu'ils en ont, ça c'est sûr. Et la reconnaissance de leurs émotions, de leur colère, de leur tristesse et de leur peur permet justement de faire apparaître, je reviens à la question de l'autre qui est quand même importante, qui fait apparaître l'autre et du même coup fait apparaître eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils commencent un tout petit peu à être, je vais dire, acteurs de leur vie. C'est-à-dire moins agis par leur inconscient, moins agis surtout par leur pulsion, et mettant en place, ou en tout cas commençant à mettre en place la question de la loi dite symbolique, c'est-à-dire que l'interdit de l'inceste et l'interdit de la violence. Merci. Au revoir. C'était dans l'unité de prise en charge des auteurs d'infractions sexuelles, maison d'arrêt de Fresnes, prévention de la récidive, avec Magali Baudon-Bruzel, Florent Gatérias, Isabelle, Gwenaëlle, Brigitte, Nadia, Brigitte Guédon, Bruno Auron, les patients et Ronan Melcus. Merci aussi à l'administration pénitentiaire et à celle de l'hôpital Paul Guiraud. Documentation Agnès Gontier. Coordination Christine Gage, Laure-Hélène Plancher. Un documentaire de François Test et Irène Omeyanenko pour Sur les Docs. Merci pour votre écoute et merci à François Test pour l'accompagnement de ce projet. La semaine prochaine, toujours à 21h, rendez-vous lundi avec un pêcheur d'ancêtres, Christian Dhuic, mardi, l'oncle de Jean Kergrist, mercredi, Dina Vierny, jeudi, Missia Cert et vendredi, des embaumeurs. Belle soirée à l'écoute de France Culture.